Qui n'a jamais entendu parler d'Excalibur, l'épée légendaire du roi Arthur? L'épée la plus célèbre de l'histoire aura fait couler beaucoup d'encre. Mais où est-elle? Ashley a sa petite idée. Direction Palerme, Ostuni, la ville blanche italienne, et même la France pour terminer notre périple sur les terres de Sa Majesté avec une découverte exceptionnelle. Notre second parcours mystique nous entraînera sur les traces de la pierre de Cintamani aux Philippines, dans des lieux inexplorés. Vous êtes prêts? Descente d'une chute d'eau rappel, exploration d'une grotte sacrée, voyage en hélicoptère, plongée dans un lac mystérieux. Nos aventuriers ne ménageront pas leurs efforts pour retrouver la pierre sacrée. Dépaysement, action, aventure, c'est dans Legend Quest et c'est maintenant sur Sci-Fi. Aujourd'hui dans Legend Quest, je sillonne l'Europe à la recherche d'Excalibur, l'épée légendaire du roi Arthur. Puis les jungles d'Asie du Sud-Est. Il faut descendre en rappel. Au secours! Ashley! En quête de la pierre magique de Cintamani. Me voilà dans une petite salle. Je connais ce symbole. Regardez. Rejoins-moi, Kinga. Excalibur est sûrement ici. Je m'appelle Ashley Cowie. Je suis auteur et archéologue. Ma spécialité, les symboles, légendes et mystères. J'étudie depuis des années les reliques les plus fascinantes au monde. Et je compte aujourd'hui mettre la main dessus. Ces secrets sont enterrés quelque part. Mais je suis prêt à retourner chaque pierre s'il le faut. Dans ma quête des légendes. Excalibur, l'épée légendaire du roi Arthur, est l'une des reliques les plus convoitées de l'histoire. Aujourd'hui encore, la campagne anglaise est passée au peigne fin dans le but de retrouver l'épée mystique de Camelot. La légende raconte qu'au VIe siècle, l'épée aurait été offerte au roi Arthur par la Dame du Lac. On disait qu'Excalibur rendait son détenteur invincible, que son reflet aveuglait les ennemis et que de sa pointe jaillissaient des flammes. L'une des plus grandes épreuves d'Arthur aurait été son combat contre Lancelot, la plus fine lame du royaume. Il aurait failli essuyer une défaite. Il remporta tout de même la victoire, mais son épée se serait brisée au cours du combat. Arthur aurait confié à Merlin, son fidèle magicien, le soin de la réparer. Celui-ci aurait eu recours à ses plus grands pouvoirs. De nouveau invincible grâce à Excalibur, Arthur aurait repoussé tous les envahisseurs et uni le royaume de Bretagne. Bien des années plus tard, à l'issue de son ultime bataille, il aurait chargé son plus fervent chevalier de restituer l'épée aux eaux du lac. Celui-ci l'aurait lancé dans les airs, et la Dame du Lac l'aurait attrapé avant de disparaître lentement sous la surface. Excalibur n'aurait plus jamais été revue. Si elle a bel et bien existé, elle n'a peut-être pas été jetée au lac. Les rois étaient généralement enterrés aux côtés de leur épée qui les accompagnait vers l'au-delà. Pour mettre toutes les chances de notre côté, nous devons d'abord localiser le lieu où repose Arthur. Je crois qu'un manuscrit gallois détient la clé du mystère. On dit qu'Arthur serait enterré dans le comté anglais du Shropshire. Le manuscrit gallois du Livre rouge de Hurgest indique qu'un roi de cette période a probablement été enterré à Bastchurch. Cette piste nous mène tout droit aux grottes de Hawkstone, le point culminant de la région situé à 10 km de Bastchurch. Un poème médiéval déchiffré il y a quelques années suggère que ces grottes seraient la dernière demeure du roi Arthur. Nous y voilà. Si Arthur repose bien ici, la légendaire épée de Camelot se trouve peut-être à portée de main. Des gravures datant du IVe siècle. Des hommes sont venus ici il y a 1700 ans. Regarde. C'est une voûte artificielle. On l'appelle le Temple des druides. Merlin était druide. Arthur a pu reposer ici, mais aucune trace de sa tombe. Mais je suis sûr qu'on trouvera quelque chose ici. Bingo! Un lion.
Exact. Belle pièce. Il peut y avoir des liens avec Arthur. Les lions symbolisaient le pouvoir. Voici ma théorie. Il existe un roi d'Angleterre qui s'est inspiré d'Arthur et qui possédait lui aussi une épée de très grande valeur. Cette statue est parfaitement parlante. Elle représente Richard Cœur de Lion. Des siècles après le règne d'Arthur, l'Angleterre est en péril. Son roi, Richard Ier, ratifie alors un traité avec Tancrède, le puissant roi de Sicile. Ce dernier fournit à son homologue anglais de puissantes ressources militaires en échange d'une épée. Une épée contre toute une armée? Il faut qu'on en sache plus sur les rapports qu'ils entretenaient. Voici une représentation d'époque de la signature du traité entre Tancrède et Richard Ier. Voici Tancrède. Son épée ne date pas de l'époque médiévale italienne. C'est une épée romaine, de la période arthurienne. Regarde le pommeau, et la garde est droite. Ce qui est étrange, c'est qu'il brandit l'épée au-dessus de sa tête. Richard Ier a-t-il trouvé cette épée ici? Il faut mettre la main sur celle qu'il a offerte à Tancrède. C'est peut-être Excalibur. Il faut commencer les recherches dans le royaume de Tancrède, la Sicile. Allons-y. Notre prochaine étape, le palais de Tancrède à Palerme, le cœur de son royaume. Il y rassemblait ses biens les plus précieux. Excalibur s'y trouve peut-être. Il faut passer en revue tout ce qui se rapporte à l'iconographie, à la symbolique, et qui peut nous mener à Excalibur. C'est grandiose. C'en est presque oppressant. Même si l'omniprésence de ces ornements semble déroutante, chacun a sa raison d'être et une signification précise. Dans les civilisations anciennes, les édifices représentaient un support permettant d'illustrer des événements marquants et de faire passer des messages. Le papier et la vie sont éphémères, mais ces constructions perdurent. L'un de ces milliers d'indices fait clairement référence à Excalibur. Nos recherches ont débuté en Angleterre, dans les grottes de Hawkstone, où nous avons relevé des traces du passage de Richard Ier, roi qui s'est inspiré d'Arthur. Nous savons que lors d'un traité, celui-ci a offert au roi Tancrède de Sicile une épée qui pourrait être la légendaire Excalibur. C'est dans le palais du souverain sicilien que nous poursuivons nos recherches. Ces mosaïques contiennent sûrement des indices. Il faut d'abord inspecter l'angle nord-est. Les bâtisseurs ont suivi le précepte biblique, selon lequel Jésus est la pierre angulaire de l'humanité. Ils ont posé la première pierre au nord-est. Voilà notre angle. Nous recherchons toute référence à la légende d'Arthur et d'Excalibur. Regarde, de l'eau. D'habitude, dans une église, si l'on trouve des références à l'eau, c'est uniquement dans la crypte. Ça renvoie sûrement au lac où Arthur a reçu l'épée. Regarde sur la droite. Qu'est-ce qu'on sait de Merlin? Qu'il peut prendre l'apparence d'un cerf. Et juste derrière, où vivait Arthur? À Camelot. Et nous avons un château. Je le vois. Cette combinaison d'éléments indique que ce lieu est lié à Excalibur. Pour découvrir l'emplacement de l'épée, nous devons nous tourner vers la deuxième partie la plus sacrée de l'édifice, l'angle sud-est. Voilà où Tancrède aurait indiqué où se trouve l'épée. Qu'est-ce qu'on voit? Marie et Jésus. Exact. Et qu'est-ce qu'il y a derrière eux? Une épée. C'est la seule qu'on ait trouvée. Et derrière, il y a une grotte. Oui, tu as raison. Cela veut dire qu'Excalibur est passé par ici avant d'être déplacé dans une grotte au cours des 900 dernières années. La présence de Marie et Jésus semble indiquer une grotte sacrée. Il y a tellement de détails. Il nous reste à découvrir un indice qui pourrait nous mener à une grotte. Là, tu connais ce signe?
c'est la croix de l'ordre du Temple. À travers l'Europe entière, les rois faisaient appel aux chevaliers du Temple pour mettre en lieu sûr et protéger leurs reliques les plus sacrées. En contrepartie, ils s'engageaient à leur verser une rétribution, mais nombre d'entre eux étaient ruinés ou malhonnêtes, raison pour laquelle les Templiers auraient conservé de nombreux trésors. La présence de ces mosaïques, représentant le symbole templier, m'amène à penser que Tancrède a pu confier Excalibur à la garde de l'ordre. Les nombreux anges ici représentés pourraient symboliser la protection de l'épée par les Templiers. L'un d'eux désigne même l'entrée de la grotte et l'image de Marie et Jésus. On doit trouver cette grotte utilisée par les Templiers. Et je sais par où commencer. Par l'orientation choisie pour la première pierre d'un édifice, les Templiers désignaient également la direction d'un autre de leur site sacré, le nord-est, le point cardinal le plus sacré du cycle solaire. Pour déterminer où l'épée a été emportée, nous devons tracer une ligne droite passant par le cœur et l'angle nord-est du palais de Tancrède. Celle-ci devrait nous mener à un lieu sacré des Templiers, abritant des galeries souterraines. Dans cette direction, un seul endroit répond à nos critères. Le bastion templier d'Ostuni. Là-bas, nous rejoignons l'un de mes correspondants locaux. Il nous conduira à une grotte située en dessous de l'un des lieux templiers les plus sacrés d'Italie, la cathédrale d'Ostuni. Les chevaliers du Temple utilisaient ces grottes au temps du roi Tancrède. L'endroit idéal pour dissimuler des reliques, telles qu'Excalibur. C'est une gigantesque voûte naturelle. Vous voyez l'entrée d'une petite grotte au fond? Elle est identique à celle de la mosaïque. Si cette grotte est celle de la mosaïque, Excalibur est peut-être sous nos pieds. On ne va pas tarder à le savoir. Tendez l'oreille. À tout à l'heure. Sois prudent, Ashley. Voilà le premier passage étroit. Je vais essayer de me faufiler. Il faut se hisser pour y arriver. Le caméraman et moi, nous passons de justesse. Ça descend à la verticale. L'épée peut être n'importe où. Me voilà dans une petite salle. L'endroit rêvé où la cacher. Je n'avais jamais rien vu de pareil. Je suis bloqué. Dans le palais du roi Tancrède à Palerme, j'ai découvert des mosaïques suggérant que l'ordre du Temple aurait dissimulé Excalibur dans une grotte. Peut-être celle où nous allons, en dessous de la cathédrale d'Ostuni. Me voilà dans une petite salle. Je suis bloqué. Ça y est, j'y suis. Ça débouche sur une salle. Je n'en vois pas le fond. Voyons par là. J'y suis presque. C'est le seul endroit de la grotte où elle pourrait être. Rien. Cet endroit est incroyable. Je suis persuadé que la piste des Templiers est la bonne. Excalibur a pu être caché dans la grotte d'Ostuni. Mais vers la fin de la Troisième Croisade, l'Italie a connu une période terriblement mouvementée et les Templiers ont dû la déplacer. J'ai contacté l'un des grands prieurs de l'ordre du Temple
qui m'a confié que plusieurs reliques cachées à Ostuni auraient été déplacées en France peu après la troisième croisade. Et si Excalibur en faisait partie, où a-t-elle été emportée? J'ai ma petite idée. De nombreux Templiers qui cachaient des trésors en France convergeaient vers le même endroit. Si les trésors d'Ostuni en font partie, ils ont sans doute été emportés là-bas. Nous nous rendons dans une forteresse templière dont les catacombes ont des allures de chambre forte. La commanderie des Templiers, dans la vallée de la Marne, au nord de la France. Nous voilà à la commanderie. J'inspecte la chapelle de la commanderie, en quête d'indices sur l'emplacement d'Excalibur. C'est magnifique. Regarde, Kinga. Marie et Jésus. Exactement la même image qu'à Palerme. Et là, les chevaliers sur la gauche. Même chose. Idem pour l'ange qui est sur la droite. Les chevaliers, l'ange, Marie et Jésus. Tout concorde. Les ressemblances avec le palais de Tancrède sont frappantes. J'ai un bon pressentiment. Pour les Templiers, cette chapelle était idéale pour mettre l'épée en lieu sûr. Allons visiter les catacombes. Voilà le sous-sol de la commanderie. Ce serait l'endroit rêvé pour dissimuler un objet aussi prisé qu'Excalibur. La clé de voûte triangulaire est typique des arches templières. Voici un passage. Il pouvait servir à déplacer des reliques ou de l'argent en cas d'attaque. Tout indique qu'il s'agissait d'une chambre forte. Excalibur a pu se trouver dans cette pièce. En tout cas, elle n'y est plus aujourd'hui. Il faut que j'en apprenne plus sur l'histoire de ce lieu. Ashley! Je dois savoir si une épée a été retrouvée ici. Je suis à la recherche d'un objet précis. Une épée. Savez-vous si un tel objet a été caché ici? Nous avons retrouvé une épée il y a 100 ans environ. De quelle époque? Elle n'appartenait pas à un chevalier du Temple. Elle datait d'avant, je dirais, du VIe siècle. Le VIe siècle. La période exacte du règne d'Arthur. Vous pouvez me la montrer? Elle se trouve au British Museum de Londres. Le British Museum possède une épée du VIe siècle qui a été découverte ici? Oui. C'est formidable. Les conservateurs du musée connaissent-ils l'identité potentielle de l'objet? D'où vient leur intérêt pour une épée retrouvée en France? Peut-être pensent-ils qu'il s'agit d'Excalibur? Nous partons pour Londres, où nous chercherons à déterminer s'il s'agit de la lame toute puissante du roi Arthur. De retour en Angleterre, notre point de départ. Le British Museum a acquis cette épée il y a plus de 100 ans. J'ai obtenu l'autorisation de l'examiner là où elle est conservée. Un sous-sol interdit au public. Ici sont précieusement gardés des milliers d'objets restaurés, parmi lesquels se trouve peut-être l'épée légendaire. Je tiens à la voir de près, afin de déceler le moindre indice sur son identité. C'est sous l'œil attentif d'un conservateur du musée que nous sommes autorisés à l'étudier. À suivre dans Legend Quest, c'est sans doute l'indice qui nous permettra de savoir s'il s'agit d'Excalibur. Nous partirons sous les tropiques, en quête d'une pierre qui exaucera tous vos vœux. Regardez! Le British Museum a acquis l'épée provenant de la commanderie il y a plus de 100 ans.
d'où vient leur intérêt pour une épée retrouvée en France. Peut-être pense-t-il qu'il s'agit d'Excalibur. Incroyable. Nous y voilà. On s'imagine une épée faite d'or et d'argent incrustée de pierres précieuses. C'est sans doute pour ça qu'elle n'a pas été identifiée. Voilà un objet tangible qui pourrait bien être Excalibur. Elle a été retrouvée dans la vallée de la Marne? Tout à fait. C'est peut-être Excalibur. C'est une hypothèse audacieuse, mais fondée sur des indices solides. Elle date du VIe siècle et a été retrouvée dans la vallée de la Marne, là où nos précédents indices nous ont menés. Regarde, elle a été brisée, puis réparée. Rappelle-toi la légende. Arthur a combattu Lancelot. L'épée s'est brisée, puis a été réparée. C'est sans doute l'indice qui nous permettra de savoir s'il s'agit d'Excalibur. On touche au but. Nous avons peut-être sous les yeux la légendaire épée d'Arthur, conservée depuis 100 ans dans un tiroir. Les indices concordent. Sacrée aventure. L'identité de cette épée est peut-être tout autre. Cependant, les probabilités pour que nous ayons eu sous les yeux la légendaire Excalibur sont bien réelles. Que les autorités britanniques en soient conscientes est un autre débat. Quoi qu'il en soit, certains affirmeront que l'épée attend toujours le retour de son roi à la tête du royaume de Bretagne. À cet instant seulement, la vérité éclatera. Cette pierre exauce tous les vœux, apporte la richesse et donne la vie éternelle. Une relique légendaire qui occupe une place considérable dans la civilisation extrême-orientale, la pierre de Chintamani. La légende raconte qu'elle est tombée du ciel sous la forme d'une météorite qui se serait écrasée au Tibet il y a 1600 ans. Les moines bouddhistes la vénéraient. Elle possédait, selon eux, le pouvoir d'exaucer les vœux et représentait donc l'objet de toutes les tentations. Il l'aurait donc dissimulée dans une mystique cité secrète appelée Shambhala. Au cours du siècle dernier, le lieu a fait l'objet d'expéditions les plus sérieuses dans l'Himalaya. Les nazis, une équipe américaine envoyée par Roosevelt, et même un célèbre explorateur russe, Nicholas Roerich, sont partis en quête du précieux objet. Mais aucun d'entre eux n'est parvenu à localiser Shambhala ni la pierre. Peut-être cherchait-il au mauvais endroit. J'ai récemment appris qu'avant sa mort, Nicholas Roerich prévoyait des recherches aux Philippines. Après avoir regardé dans d'anciens manuscrits, je pense que les Russes étaient sur la bonne voie. Tout d'abord, Shambhala est décrit comme étant un paradis tropical, ce qui exclut la région glaciale de l'Himalaya. Ensuite, une version de la légende la situe sur une île d'une mer du Sud, au large de la côte est de l'Inde, ce qui désigne les Philippines, situées dans la mer de Chine méridionale, où les moines tibétains auraient pu cacher la pierre, loin de leur terre d'origine. J'ai donc décidé d'y commencer mes recherches. En Orient, on raconte qu'il faut surmonter bon nombre d'épreuves physiques avant d'atteindre Shambhala et la pierre, qu'il faut braver les eaux, les montagnes et les grottes. Nous nous dirigeons vers les chutes de Buruwisan, le site le plus sacré des Philippines. Buruwisan signifie « la bouche de Dieu ». La légende nous dit que Shambhala est protégé par une grotte baignée par les eaux. Nous nous rendons à un site sacré où coulent des chutes d'eau. Tous les éléments sont là. Si l'on y trouve une grotte, Shambhala et la pierre seront à nous. On est arrivé. J'ai quelque chose à vous montrer. Depuis plusieurs années, j'étudie Shambhala et le bouddhisme. Voici un symbole appelé le mandala de Kalachakra. Il s'agit d'une représentation de la cité perdue de Shambhala.
on y voit un temple carré entouré de 3 cercles concentriques. Shambhala et le mandala, c'est donc la même chose. C'est peut-être la clé du mystère. Nous engageons un guide local pour nous mener jusqu'aux chutes. Vous êtes Mike? Oui. Kinga, enchanté. Vous m'avez parlé d'une pierre? La pierre de Shintamani. Je connais un ancien qui vous en dira plus. Il nous fallait quelqu'un du coin, et un ancien, c'est encore mieux. En route. Si cet homme peut nous mettre sur la bonne voie, c'est gagné. Je vous présente Felipe. Merci de nous accueillir. La pierre de Shintamani que vous cherchez est grosse. Elle fait cette taille-là et a la forme d'un œuf. Elle n'est pas à un endroit en particulier. On peut dire que l'ancien reste relativement vague. Lorsqu'il apprend que nous allons aux chutes de Buru-Wizan, il nous met en garde. Soyez prudent en gravissant la montagne. Elle est peuplée de nombreux esprits. Vous pouvez nous aider à nous en protéger? Je vais vous bénir avant votre départ. Il a entendu parler de cette pierre, signe que nous sommes au bon endroit. Je vous bénis. Soyez prudent. Bonne chance. L'ascension nous prendra 3 heures. Certains passages sont boueux et escarpés. La légende, Nicholas Roerich, le chaman, les chutes sacrées, tout semble indiquer que nous sommes sur la bonne voie. Reste à trouver la pierre. C'est très haut. Pour trouver Shambhala, il faut braver les eaux et une série d'épreuves. Et nous avons marché longtemps pour atteindre ces chutes. Il faut descendre en rappel. En rappel? Shambhala est protégé par une grotte baignée par les eaux. Cette chute est surnommée la bouche de Dieu. Elle dissimule peut-être l'entrée de la cité perdue. Il faut qu'on en ait le cœur net. Kinga, on reste en contact. Fais attention. Si cet endroit abrite une grotte qui mène à Shambhala, elle se trouvera derrière la chute. Mais la descente promet d'être mouvementée. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Une caverne? Je vois une grande cavité creusée dans la falaise. Il faut que j'arrive à me balancer. Je n'arrive pas à prendre assez d'élan, mais je vais m'aider avec des branches. Voilà. Non. Ashley! Ashley! Au secours! Je suis aux Philippines, à la recherche de la pierre mystique de Shintamani, qu'on dit cachée dans la cité perdue de Shambhala. D'après la légende, celle-ci est protégée par une grotte baignée par les eaux. Je descends le long d'une chute surnommée la bouche de Dieu, en quête d'indices sur cette grotte, sur la cité secrète ou sur la pierre elle-même. Je vois une cavité. Il faut que j'arrive à me balancer. Non. Ashley! Au secours! Ashley, rien de cassé? C'est pas vrai. Aucune trace de grotte.
Il faut s'y prendre autrement. Rejoins-moi, Kinga. La chute n'abrite aucune entrée de grotte pouvant conduire à Shambhala. Kinga et moi allons devoir inspecter le fond du lac. On a fait tout le tour. Je suis allé derrière la chute. Aucune trace d'entrée. La chute d'eau sacrée est une impasse. L'accès à Shambhala se faisant par une grotte, peut-être vaut-il mieux se concentrer sur cet aspect de la légende. La clé du mystère de Shambhala et de la pierre tient sûrement dans une grotte correspondant à d'autres éléments du mythe. Sur une carte, je localise une grotte considérée comme sacrée. Je demande à notre guide s'il la connaît. C'est la grotte de Sumaging. D'après la légende, y pénétrer porte chance. Cette grotte porte chance? Oui. Ça concorde. Nous savons que la pierre de Chintamani apporte la chance et exauce les vœux. Vous pouvez nous y emmener? Oui. L'idée que cette grotte soit synonyme de bonne fortune, un élément clé de la légende de Chintamani, me redonne espoir. Nous nous rendons dans la région de Sagada. Un expert local en spéléologie nous guidera dans notre exploration. On vous suit. En chemin, notre guide m'explique que pour la population locale, les Igorots, ce site est hautement sacré. Vous avez vu ça? L'entrée est gigantesque. C'est immense. Qu'est-ce que c'est? Des cercueils. Vraiment? C'est une grotte mortuaire. L'endroit est hautement sacré. Il est gardé par des esprits afin de décourager les curieux. Pour les moines bouddhistes, cela devait en faire une cachette parfaite pour la pierre de Chintamani. Nous sommes à la recherche d'une salle gardée par les eaux qui pourrait mener à Shambhala. Nous devons descendre le plus profond possible. Le sol est jonché d'ossements, vous les voyez? Incroyable. Cette caverne est monumentale. Je comprends pourquoi elle est à ce point sacrée. On croirait descendre aux enfers. Il fait très froid. On sent un courant d'air monter du cœur de la grotte. Je propose de continuer. De l'eau. Tu vas tomber de haut. C'est dingue. Nous descendons la source durant plus d'1 heure. L'eau est glaciale. C'est froid. Toutes les sources d'eau convergent ici, dans cette cavité. Un minuscule bassin naturel, au plus profond de la grotte. Ça doit être ça. Au moment où nous pensons faire une découverte, la réalité nous rattrape. Ce n'est qu'une pierre. Aucune trace de Shambhala ici. On fait fausse route. Toujours pas de pierre de Chintamani. Énorme déception.
Mais nous n'allons pas abandonner en si bon chemin. J'ai le sentiment que nous sommes à 2 doigts de reconstituer le puzzle. Il doit y avoir quelque chose. Nous recherchons toute trace du passage de l'homme. Peinture, symboles, gravures. Nous semblons mal partis. Quand soudain, en ressortant de la grotte, une surprise nous attend. Vous avez vu ça? C'est un symbole très intéressant. Je le connais. Il est sculpté dans le bois, à l'entrée de la grotte. C'est un symbole bouddhiste. Le gecko signifie vent de flamme. Ce n'est pas une simple décoration. C'est la seule sculpture ici présente. Ce cercueil est à l'écart des autres. Quelle est la signification de ce symbole sculpté sur un cercueil? Les moines bouddhistes l'ont probablement placé ici pour indiquer la direction de Shambhala. Mais la cité perdue est associée à l'eau. Quelle conclusion doit-on en tirer? Notre guide nous présente un ancien de son village. S'il existe un lien entre Shambhala et le symbole du gecko, j'espère qu'il me dira lequel. Pourriez-vous me parler de l'histoire des populations locales? Il explique que la population locale est métissée. C'est un melting pot de sang et d'ethnie. Les gens d'ici viennent donc d'ailleurs? Du volcan Taal. Un volcan. Est-ce là ce que m'indiquait le symbole? Le vent de flamme qu'incarne le gecko pourrait donc être une éruption volcanique. Le pied du volcan Taal se trouve être la terre ancestrale des Igorotes. Merci beaucoup. Merci. J'ai trouvé Kinga. Son peuple est issu d'un mariage entre les Igorotes et des populations venues de loin. Et si les Igorotes avaient aidé les bouddhistes à bâtir Shambhala aux abords du volcan? Le volcan entre en éruption, forçant les Igorotes et les bouddhistes à fuir vers le nord, ce qui expliquerait la présence du gecko à l'entrée de la grotte. Celui-ci pourrait indiquer la direction de Shambhala. Shambhala a pu être englouti sous la lave. La pierre de Chintamani s'y trouve peut-être encore. Il nous faut un hélicoptère pour aller au lac Taal. Le lac Taal se trouve au cœur du cratère du volcan. En le survolant, je sens que les recherches ne font que commencer. Si Shambhala existe, elle est ici. Nous approchons de notre dernière destination à la recherche de la cité perdue de Shambhala et de son trésor, la légendaire pierre de Chintamani. Les recherches n'ont jusqu'à présent rien donné. Notre seule piste, le symbole d'un gecko synonyme de vent de flamme. Il m'a mené au lac Taal, où une éruption volcanique aurait pu ensevelir Shambhala et sa pierre précieuse. Regarde à 2 heures, Kinga. Tout devient clair. Souviens-toi du mandala et des 3 cercles concentriques. Les voilà, nos 3 cercles. L'eau, la terre et le lac. De ce point de vue privilégié, on imagine Shambhala au cœur du volcan. Une reproduction à l'identique du mandala. Un secret non gardé jusqu'à l'éruption du volcan qui engloutit à tout jamais la cité. On va se poser au bord et plonger dans le lac Taal. Un sonar à la pointe de la technologie nous permet de sonder le fond du lac à la recherche d'indices. Nous avons fait tout le tour. Le fond est plat comme la main. Depuis 1 heure, on ne voit aucun relief. Ce qu'on cherche, c'est une butte ou une cuvette.
Regarde. Qu'est-ce que c'est? Une légère remontée. Puis ça redevient plat. C'est assez élevé. On est dessus. Vous pouvez couper le moteur? Cette montée doit faire plus de 10 mètres de dénivelé. Ici, ça redescend. On tient une piste. Jetez l'ancre, on plonge ici. En balayant les fonds, le sonar détecte une montée. La seule structure qui puisse correspondre à la cité perdue. Je vais aller voir ça de plus près. Voilà ce que je vois pour le moment. Beaucoup de coraux, de coquillages et de poissons. Rien d'autre pour l'instant. Loin devant moi, je distingue une plateforme élevée. L'eau commence à être très trouble. Je vais tenter de traverser les algues. Et voir si je trouve des vestiges de construction. Quelle est ta visibilité? Maintenant, je ne vois plus qu'à 3 mètres. Je ne vois plus grand-chose. J'ai une visibilité d'un peu plus d'1 mètre. Le problème, c'est les algues. Il y en a partout. J'ai du mal à me repérer. Il fait très sombre. Plus je m'enfonce, plus les courants sont forts. Ashley remonte. Les conditions sont trop mauvaises. Non, attends. Je vais avancer encore un petit peu. Je suis au bord du précipice. Le courant fait remonter toute la vase. Je suis dans le noir. Je me fais balayer par les courants. Je ne t'entends plus, Ashley. Ashley! Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai suivi la montée que nous a montré le sonar. Jusqu'au bord d'une falaise qui descend à pic. On dirait une construction faite par l'homme, mais en plongeant, j'ai été aveuglé par des algues qui remontent. J'y voyais plus rien. T'as une idée de ce qu'on a vu grâce au sonar? Non, j'en sais rien du tout. Si Shambhala est là, je ne l'ai pas trouvé. Shambhala et la pierre de Chintamani restent introuvables. Mais nous avons relevé des indices semblant indiquer leur présence sous les tropiques des Philippines. D'après les pistes que nous avons découvertes, la cité perdue et sa pierre légendaire seraient noyées sous la lave, sans doute à tout jamais. Aujourd'hui, nous avons probablement eu sous les yeux l'épée du roi Arthur. Quant à la pierre de Chintamani, elle restera certainement noyée sous la lave à tout jamais. L'aventure continue au prochain épisode avec des quêtes tout aussi passionnantes. À commencer par celle de la Sainte Lance, qui d'Attila à Charlemagne aurait donné le pouvoir de contrôler le monde à ses propriétaires, avant de tomber entre les mains d'Hitler. Qu'est-il advenu de la Sainte Relique? Ashley partira à sa recherche à travers l'Autriche, l'Allemagne et même les États-Unis. Découverte également du disque solaire des Incas, sur lequel cette civilisation a fondé toute sa culture. Au Pérou, à travers la jungle, vers le sommet le plus élevé du paysage de la civilisation Inca, vous vivrez une expédition inoubliable. À très bientôt sur Sci-Fi pour de nouvelles quêtes de légende. Et d'ici là, faites attention aux symboles. Les signes sont partout. Ce programme vous a été présenté par Sci-Fi.